Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette émission Dialogue littéraire du mois de mai. Nous sommes aujourd'hui à la galerie La Navire, ce lieu de culture brestois créé en 1989 par Marie-Pierre Dillasserre. Elle expose des artistes reconnus internationalement ainsi que de jeunes artistes. Les expositions sont présentées toujours en avant-première au public brestois, puis au showroom La Navire, créé en 2009 à Paris. La galerie présente une exposition de deux jeunes artistes, Benjamin Deroche et Jim Day. Nous retrouvons dans cette émission Anaïs pour sa chronique science-fiction et nous retrouvons également trois auteurs qui sont venus nous présenter leur ouvrage à la librairie, Janine Augor et Jean Roux, ainsi que Jean-Luc Coitalem. Jean-Luc Coitalem nous a fait le plaisir de nous rendre visite à la librairie pour nous présenter son dernier ouvrage paru aux éditions Stock, Fortune de mer. Dans un petit avion à destination de l'île d'Ouessant montent deux druides, un spécialiste des abeilles noires et une jolie espagnole. Tout peut alors arriver et tout va arriver, mais pas forcément de la façon que l'on imagine. Retrouvons tout de suite Jean-Luc Coitalem au micro de Laurence. Jean-Luc Coitalem, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Fortune de mer, votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Stock. Et vous nous y emmenez sur l'île d'Ouessant, une pierre brute à la brassée des eaux, pour reprendre vos propres mots. Et vous nous y racontez une histoire surprenante, à la fois poétique et fantaisiste, et sans aucun doute mystérieuse. Alors, avant tout, comment est né ce roman qui navigue à la croisée de différents genres, entre fables fantasques, polars et romans d'atmosphère ? Oui, vous avez bien résumé mon livre, je vous félicite. Je ne saurais pas vous dire comment un livre naît. Sur le moment, on ne le sait jamais, et ça n'a pas été en allant à Ouessant. Je suis allé plusieurs fois à Ouessant. Comme tout Brestois d'origine, Ouessant n'est pas très loin, fait partie de notre jardin, de notre imaginaire en tout cas. Je ne sais plus qui disait inventer, c'est se souvenir. Et effectivement, dans cette invention romanesque, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de souvenirs. Comme quoi, il y aurait eu une sorte d'accumulation de choses qui, à un moment donné, ont trouvé matière à prendre forme d'une certaine façon. Alors sur cette île d'Ouessant qui devient sous votre plume un véritable personnage du roman, la tempête gronde et les mois noirs de l'hiver sont proches. Heureusement, alors parmi ces ténèbres, il y a une lumière, en la personne de Lucia Parma, l'un de vos personnages principaux, une journaliste espagnole rayonnante. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce personnage qui est au centre de l'intrigue et dans quelle mesure est-ce que c'est ce personnage qui a permis l'intrigue ? Bien sûr, Lucia Parma, c'est la lumière Parme. Elle est cette clarté dans l'obscurité de la vie des autres, d'autant plus qu'elle va concrétiser les désirs à la fois du narrateur et puis de Vassili, le deuxième personnage. Et puis elle est au centre de l'histoire parce que évidemment, enfin pas évidemment, mais elle va disparaître. Et c'est sa disparition qui va enclencher le processus narratif, processus romanesque. Où est Lucia Parma ? Alors dans Fortune de mer, il est question de disparition, celle de Lucia Parma dont vous venez de parler, mais aussi celle des deux personnages principaux, Vassili et Robin Lescope. Robin Lescope qui est le narrateur de l'histoire au tout début et qui petit à petit va laisser la parole à d'autres personnages ainsi qu'à un narrateur omniscient. Alors au cours de l'écriture, comment ces différentes voix se sont-elles imposées ? Oui, vous avez raison que c'est construit effectivement comme une polyphonie avec un ténor, disons une voix maîtresse qui est celle de Robin Lescope, mais Robin Lescope, à son tour, va disparaître et vont prendre la parole tour à tour les druides, l'hôtelier de l'hôtel donc où Lucia Parma doit résider. Ce qui m'intéressait, c'était, oui, de raconter la même histoire par des points de vue différents, par des personnages différents. Parce que même s'il y a par moments un narrateur omniscient, après les autres personnages racontent l'histoire telle qu'ils la vivent, telle qu'ils la voient ou telle qu'ils la croient. Et puis ce roman, c'est aussi une plongée dans un monde de légendes, dans une atmosphère mystérieuse et qui le reste jusqu'au bout. Un espace battu par les vents, à l'abri du monde, mais aussi tout un monde en soi. Alors, est-ce que l'île offre des ressorts narratifs et romanesques que le continent ne permettrait pas ? Ah oui, tout à fait. C'est une unité de lieu, évidemment, et un imaginaire d'île, de réalité mise en suspension par le mauvais temps, de personnages un petit peu loin des villes,
ville et loin des terres habitées, et qui trouvent finalement une chambre d'écho, une résonance à leur propre monde intérieur. Jeanine Augor et Jean Roux sont venus nous présenter leur ouvrage paru aux éditions Dialogue, La masure de ma mère. L'histoire se passe dans la campagne bretonne, dans une époque pas si lointaine que ça. À travers le regard de Lise, la mère de Jeanine Augor, alors fillette, on découvre la vie dans le Baléon de la première moitié du XXe siècle. Un monde dur et doux à la fois, avec ses propres lois. Bonjour Jeanine Augor, bonjour Jean Roux. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour évoquer La masure de ma mère. C'est un récit écrit à 4 mains, par vous d'abord, Jeanine Augor, qui nous racontait la vie de Lise, votre mère, puis repris par vous, Jean Roux, qui mettez au service du récit de Jeanine vos connaissances et votre voix. Jeanine Augor, pourriez-vous nous confier en quoi écrire ce livre était important pour vous? Y a-t-il derrière ce projet une envie, voire un besoin de transmission? Oui, certainement, il y a un besoin de transmission parce que mes petits-enfants ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait vivre sans salle de bain, sans télévision et tous les gadgets qui vont avec. Et il y a aussi une promesse faite à ma mère. Ma mère me demandait à chaque fois que je revenais avec un bulletin correct, elle me disait « Toi, tu es capable d'aller parler au notaire et puis de remettre des choses à leur place. » Puisque mon grand-père avait été déshérité. Donc, ce besoin-là et cette promesse que j'ai faite à ma mère, ça m'a toujours poursuivie. Jean Roux, qu'avez-vous ressenti à la lecture de ce manuscrit lorsque Jeanine Augor vous l'a présenté? J'ai ressenti que c'était quelque chose de très important pour elle, qui l'impliquait fortement, et puis aussi que ça avait de la force, de la violence même. Alors justement, quel a été votre travail sur ce texte? Alors, d'une part, on peut toujours compter sur moi pour vérifier des choses, et puis pour ajouter des précisions, mais d'autre part aussi, j'ai réécrit une partie du texte, toujours avec l'accord de Jeanine, et en respectant le plus possible, non seulement les faits, mais diverses formules qu'elle employait, qui étaient des formules que moi je n'aurais pas trouvées peut-être, et qui avaient une originalité. Alors la petite Lise n'est pas naïve et sans y avoir l'air, à travers son histoire, elle pointe du doigt les inégalités puissantes de cette époque, entre les pauvres et les riches, entre les hommes et les femmes. Vous et votre mère, aviez-vous conscience de ces injustices? Ah oui, très très fortement. Elle avait conscience parce que, peut-être doublement, parce que son père, mon grand-père, avait été déshérité. Et elle me l'a dit, surtout quand sa petite sœur est morte. Elle me dit, c'est pas juste, il n'y avait pas d'argent pour aller voir le médecin, on ne pouvait pas la soigner. Là, elle a commencé à prendre conscience pourquoi les gens riches pouvaient se soigner et que les gens pauvres devaient mourir. Moi, j'ai été éduquée dans ce sens-là aussi. Un des plus grands regrets de Lise est de ne pas aller à l'école. Elle garde précieusement en tête ce qu'elle a pu y apprendre et cache de vieux manuels, des vieilles feuilles avec ses calculs dans son tablier et les consulte dans les champs lorsqu'elle garde les vaches. Quel était le rôle de l'école à cette époque? Eh bien, les Bretonnants de l'époque savaient que pour la plupart, ils vivaient dans une pauvreté, parfois, comme dans ce cas-là, proche de la misère, et ils vivaient en plus sous un certain mépris, y compris de la part des gens des petites villes. Et du coup, pour eux, la connaissance du français, la réussite scolaire, c'était le moyen de se sortir de cela. Et enfin, juste un mot peut-être sur le livre en lui-même. David Crène l'illustre et parsème donc le récit de nombreuses illustrations. Qu'apporte-t-elle selon vous à ce livre? Moi j'ai beaucoup aimé. Stylisé, les cailloux, les vaches, l'arbre, on la voit assise, la petite Lise, là au pied de l'arbre. J'ai mis mon marque-page là d'ailleurs. Personnellement, après quelques petites réticences sur la représentation de certaines choses, j'aime beaucoup, oui, ces dessins qui sont à la fois représentatifs de ce qu'est l'histoire et sont, je crois, dans le style actuel du dessin. Et en particulier, la couverture me paraît remarquable sous ces deux formes. Il y a une forme qui est plus séduisante, plus gentille, et l'autre qui est plus violente. Or, il y a beaucoup de violence dans ce qui est raconté là.
De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Anaïs pour sa sélection de coups de cœur en science-fiction. Bonjour Anaïs. Bonjour Marion. Donc quel est ton premier coup de cœur Anaïs? Alors, mon premier coup de cœur, c'est Taux Zéro de Poul Anderson, un roman qui nous est enfin traduit en français plus de 40 ans après sa parution aux États-Unis. Taux Zéro, c'est l'histoire de 50 hommes et femmes qui, au XXIIIe siècle, vont partir en mission spatiale, en fait, à la conquête d'une planète potentiellement habitable. Alors au début, voilà, ça commence comme un roman de science-fiction plutôt ordinaire, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Et là, le roman prend un tournant totalement vertigineux. On va être confronté à la fois à l'immensité de l'univers, ce qui donne un aspect angoissant au récit. Et puis de l'autre côté, on a un huis clos dans ce vaisseau spatial où toutes les relations humaines sont totalement exacerbées. C'est un roman vraiment très bien écrit, très efficace, et je le conseillerais à tous les amateurs de science-fiction pure et dure, mais aussi aux lecteurs qui voudraient s'initier à ce genre littéraire. Et ton deuxième coup de cœur est une saga, je crois, composée de 2 volumes. Alors, c'est la saga d'Aumale, écrite par l'auteur français Laurent Genefort et publiée dans la collection Folio SF. C'est plus de 2000 pages d'une saga pleine d'aventures. Aumale, c'est une planète démesurée aux dimensions des millions de fois plus vastes que celle de la Terre, où cohabitent 3 espèces humanoïdes. Et Laurent Genefort, là, il relève le défi vraiment de nous décrire un univers tout entier, avec 3 espèces qui ont chacune des caractéristiques religieuses, morales, physiques et des modes de pensée différents. C'est un monde foisonnant d'idées, de concepts inconnus. Et c'est une lecture qui fait sans arrêt appel à notre imaginaire. Et voilà, moi quand j'ai lu cette saga, c'était vraiment un vrai voyage littéraire et je vous le conseille vivement. Et donc ton dernier coup de cœur? Alors, mon dernier choix, c'est porté sur un roman qui s'appelle Le Vivant, écrit par l'auteur russe Anna Starobinets, qui publie ici son 2e roman aux éditions Mirobol. Le Vivant, on est là en plein dans un roman d'anticipation. L'auteur va reprendre les grands thèmes de ce genre, comme les sociétés de contrôle ou les mondes virtuels. Et on est dans un monde froid et déshumanisé où on va suivre en fait un personnage qui, dans cette société ultra contrôlée, va essayer de trouver sa propre identité. Donc c'est un roman tout d'abord très bien écrit, à la narration vraiment originelle et qui amène le lecteur à se poser une vraie réflexion sur les réseaux sociaux et la place qu'ils prennent dans notre quotidien, mais aussi sur la limite entre le réel et le virtuel. Une très très bonne lecture. Je te remercie pour ces coups de cœur Anaïs et à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce dialogue littéraire et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. Thank you.